Cette vidéo constitue la deuxième partie de l'audition parlementaire consacrée au sport dans l'audiovisuel public. Les députés poursuivent leurs échanges avec les représentants de France Télévisions et du CEDAET autour de la gestion des droits sportifs, de la neutralité éditoriale, du financement du service public et des conditions de travail au sein du groupe. Pour suivre la suite des débats, comprendre les enjeux et vous forger votre propre opinion, regardez cette vidéo jusqu'au bout, puis likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne Hémicycle. Bien, monsieur le rapporteur, madame la députée, madame, monsieur, nous nous retrouvons pour la deuxième audition de cette journée. J'indique que je serai amené à suspendre rapidement notre audition car il y a aujourd'hui une journée d'initiative parlementaire et par respect pour nos collègues, nous suspendrons pour aller voter en séance. Et je m'en excuse auprès de vous. Nous essayerons d'être le plus rapide possible et que je devrais suspendre cette audition à 12h20. Nous recevons maintenant les représentants du CEDAET, Centre d'études et d'analyse des techniques, auteur d'un rapport qui a fait beaucoup parler, qui a suscité beaucoup de questions relatifs à l'existence d'un risque à la rédaction de France Télévisions. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, je préciserai d'emblée que vous avez été créé en 1985 sous forme associative, puis transformé en SCOP, c'est-à-dire une société coopérative et participative, en 1988. Votre cabinet s'intéresse tout particulièrement aux questions qui touchent aux conditions de travail et à la santé. Et à ce titre, vous accompagnez les représentants du personnel au CSE pour réaliser des expertises en cas de projet de réorganisation ou de risques graves pour la santé des salariés. C'est dans ce cadre que vous avez travaillé sur les conditions de travail de France Télévisions à la suite d'une demande qui vous a été adressée, le comité social et économique, le CSE, du siège de l'entreprise. Ce rapport est récent. Il a été établi le 26 septembre 2025, remis le 23 octobre au CSE de France Télévisions et fait état de problèmes dont nous allons parler cet après-midi avec les représentants syndicaux de France Télévisions, mais j'ai souhaité que nous puissions vous auditionner en amont afin ensuite de pouvoir échanger avec les représentants syndicaux de France Télévisions. Je vais vous présenter rapidement Monsieur Nicolas Boudjar, vous êtes sociologue de formation, vous êtes aujourd'hui expert et formateur santé et conditions de travail pour les CSE au sein du CEDAET. Madame Michaëlle Lantin-Mallet, vous êtes anthropologue, vous avez notamment étudié à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, et vous êtes intervenante en santé au travail. Vous consacrez aujourd'hui vos recherches au processus judiciaire de résolution des conflits, expérience de la maladie, et votre expertise est précieuse au sein de cette structure. Je l'ai dit, vous avez donc tous les deux rédigé un rapport avec Madame Alice Collado-Dreillard. Ce rapport fait 160 pages. Vous dressez un tableau assez inquiétant des conditions de travail au sein de la rédaction de France Télévisions. Vous soulignez notamment l'existence d'une organisation, je vous cite, autoritaire, élitiste au sein de l'entreprise, ou le modèle existant chez France 2 que vous qualifiez, là encore je vous cite, de plus autoritaire qui s'est imposé à France 3. Et vous soulignez que la rédaction a toujours été vue de manière assez condescendante. Pour preuve, l'existence de rémunérations toujours moins importantes chez France 3 que chez France 2. Vous soulignez également combien les restructurations opérées au sein de France Télévisions ont suscité des cloisonnements qui par la suite empêchent une certaine mobilité au sein des rédactions de France Télévisions. J'avais deux questions, mais à la faveur de l'actualité, je ne vous en poserai qu'une, et puis je vous laisserai un propos liminaire de 10 minutes, ensuite la parole au rapporteur, puis à Madame la députée. Madame la présidente directrice générale de France Télévisions a annoncé hier le remplacement du directeur de l'information de France Télévisions, Monsieur Alexandre Cara, pour le remplacer par Philippe Corbet. Ma question est simple, comment vous analysez cette décision ? À votre avis, elle relève de quelle, le fruit de quelle réflexion? Qu'est-ce qui a conduit, pour le dire plus clairement, à votre avis, Madame Arnott, à faire ce choix? Comment vous l'analysez? Comment vous le regardez? Je vous laisse la parole pour un propos liminaire de 10 minutes. Et si vous pouvez répondre à ma question dans ce propos liminaire, je vous en serai gré. Mais avant de vous donner la parole, et comme nous l'imposent les textes, je vous remercie de nous déclarer chacun tout autre intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Et je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter chacun d'entre vous à lever la main droite et à dire « je le jure ».
Merci. Merci. Et je vous cède la parole. Très bien, merci beaucoup. Je m'appelle Nicolas Boudjar. Comme vous l'avez indiqué, dans ce propos liminaire, on voudrait peut-être présenter un tout petit peu ce qu'est l'expertise en matière de santé, sécurité et conditions de travail pour les représentants du personnel au CSE, parce que c'est pas forcément très connu. Et puis ensuite indiquer effectivement les principales pistes, les principales conclusions du rapport qu'on avait pu rendre au Comité social et économique de France Télévisions il y a donc quelques mois. Les représentantes et les représentants du personnel dans les comités socio-économiques peuvent avoir leurs propres experts sur un certain nombre de sujets en matière économique et comptable, mais aussi en matière de santé, de sécurité, de conditions de travail. Et donc, ces représentantes et ces représentants du personnel ont leurs propres consultants, à la manière dont une direction pourrait avoir ses propres consultants, définissent le cahier des charges, ils définissent ce qu'il faut rechercher, mais ils ne tiennent pas le stylo, puisque ce sont soit des experts comptables, soit des experts habilités, comme c'est notre cas, c'est-à-dire des professionnels qui ont une autorisation d'exercer pour ce faire, tout le monde ne peut pas s'improviser dans ce métier-là, qui mettent en œuvre une méthodologie qui est validée, qui est vérifiée, auditée régulièrement, pour répondre aux questions portées par les représentants du personnel. Et vous l'avez souligné, Monsieur le Président, il y a deux principaux cas de figure. Soit on a un projet important dont on anticipe qu'il peut avoir des impacts sur les conditions de travail, et donc en amont de la mise en œuvre de ce projet, les représentants du personnel sollicitent un expert pour envisager quels pourraient être effectivement les impacts de ce projet sur leurs conditions de travail, ou bien à leur propre initiative, estimant qu'il y a une situation dite de risque grave, c'est le terme reconnu par le Code du travail, sollicite une expertise pour analyser, évaluer l'ampleur éventuelle de ce risque grave, en identifier la nature et aussi en analyser les causes. Et donc c'est une initiative, et le risque grave peut être aussi bien un risque chimique, un risque physique lié à des accidents, que des risques dits psychosociaux. Et on était plutôt dans ce cadre, dans l'expertise demandée par les représentants du personnel et représentantes du personnel du CSE, du Comité social et économique du siège de France Télévisions. Donc vous l'avez dit, on existe depuis 1985. Alors ma collègue et moi-même n'étions pas forcément là à ce moment-là. On a l'agrément pour faire des expertises, donc l'autorisation pour faire des expertises depuis 2007, et on a commencé à faire des expertises à France Télévisions depuis 2009. Mais je précise immédiatement qu'on fait des expertises aussi dans bien d'autres secteurs qui n'ont rien à voir, et que donc on est des analystes des conditions de travail et pas du tout des spécialistes des médias, même si donc on a pu être amené à faire un certain nombre d'expertises à France Télévisions. Alors là, vous nous sollicitez pour une expertise qui porte sur une profession particulière, celle des journalistes, mais il y a évidemment plein d'autres professionnels qui participent à la chaîne de production audiovisuelle, et nous avons été amenés aussi à faire des expertises sur d'autres métiers en tout cas. Et du coup, au risque de vous décevoir tout de suite par rapport à la question que vous posiez, notre méthodologie, elle consiste à essayer de proposer un certain nombre de réponses aux questions qui sont posées par les représentantes et les représentants du personnel à la faveur et à l'aune d'une enquête que l'on réalise. Et en l'occurrence, sur la décision qui a été prise de remplacer le directeur de l'information, nous n'avons aucune information spécifique, nous n'avons pas enquêté sur ce sujet, ça ne nous a pas été demandé, donc nous ne saurions pas dire si ça a un quelconque lien avec, par exemple, les problématiques que nous avons soulignées dans notre rapport. Et dans notre rapport, le directeur de l'information en tant que tel, ou même la direction de l'information, n'est pas toujours le sujet des phrases que l'on porte. On essaie de décrire une organisation du travail, une structure qui, bien souvent, dans nombre d'organisations de travail, survit au changement de tel ou tel responsable. Donc ce sera difficile, désolé, de répondre, je pense, plus avant à cette question. Alors sur notre rapport en tant que tel... Je veux dire, pardon, je vous coupe, que c'était pas une question de personne, mais vraiment de structure, c'est pour bien comprendre, et après, le rapporteur... Oui, alors dans la mesure où... C'est une question voilà, presque systémique que vous caractérisiez. Oui, alors effectivement, peut-être que ça s'accompagne d'une inflexion de la politique, des orientations stratégiques pour la rédaction nationale de France Télévisions. Ce que j'aurais dû préciser, c'est que notre intervention, elle commence juridiquement le jour où le CSE vote une délibération qui nous désigne pour réaliser une expertise, et se finit le jour où on restitue ce rapport et cette analyse devant le Comité social et économique. On n'a même plus le droit de mettre les pieds dans l'entreprise
reprise à partir du moment où cette date est passée. Donc, depuis le 27 octobre, nous n'avons pas été, je crois que c'est la date que vous avez mentionnée, nous n'avons pas été à France Télévisions et n'avons pas d'écho particulier et pas de mandat, en tout cas, pour analyser ce qui s'y est fait depuis. Donc, ce que montrait dans notre rapport, et donc voilà, ce sont des informations qui datent déjà de quelques semaines ou quelques mois, c'est que donc, alors, le point de départ, c'est une alerte de la Société des journalistes de France 3, rédaction nationale, et suite à cette alerte, c'est le comité social et économique du siège de France Télévisions qui a décidé de recourir à cette expertise en nous donnant le mandat, le cahier des charges, d'explorer les sources de risques psychosociaux et plus particulièrement l'hypothèse d'inégalité de traitement entre journalistes et notamment en fonction de la rédaction d'origine, puisque France Télévisions, c'est le résultat d'une fusion entre France 2 et France 3 qui s'est, approfondie au fil du temps et qui s'est traduit notamment d'un point de vue éditorial et pour la partie journaux télévisés par la fin des éditions nationales de France 3 en 2023. Donc on intervenait un petit peu après, mais pas si longtemps après la fin de cette édition nationale. Alors tout d'abord, on a fait passer la méthodologie qu'on a utilisée, c'est un questionnaire quantitatif, statistique, qu'on a administré à l'ensemble, en tout cas on a sollicité l'ensemble des personnels de la rédaction nationale, qui montrait que l'expérience du travail classiquement était corrélée avec l'état de santé perçu. Plus l'expérience de travail était mauvaise, plus l'état de santé était dégradé, et que à cet égard, c'était les femmes, les plus anciens, les plus anciennes, et également les personnes originaires de France 3 qui déclaraient les situations les plus critiques, tant du point de vue de l'expérience du travail que du point de vue de l'état de santé perçu. Et quand on creusait un petit peu sur les raisons qui étaient alléguées à l'appui d'une expérience du travail perçue comme négative, c'était d'une part la surcharge de travail, mais aussi un défaut d'échange professionnel et de reconnaissance, de sentiment de reconnaissance de la part des professionnels, de leur reconnaissance de leurs compétences, des efforts qu'ils ont pu consentir ou des propositions qu'ils peuvent émettre dans le quotidien de leur travail. Et s'y ajoutait la dénonciation aussi de comportements délétères, voire de traitements perçus comme discriminatoires. Et pour essayer d'étayer un petit peu et de comprendre mieux ce constat qui pouvait être fait comme ça de manière superficielle par un questionnaire, on a mené des dizaines d'entretiens et également des observations directes du travail dans cette rédaction nationale de France Télévisions, qui nous a donc amené à analyser, alors je vais y aller de manière très, très caricaturale et rapide dans ce propos liminaire, on pourra y revenir si vous le souhaitez, à considérer qu'effectivement la fusion historique des rédactions nationales de France 2 et France 3, comme vous l'avez dit, n'a pas conduit forcément à un nouveau modèle éditorial et de relations sociales qui serait radicalement nouveau, hybride ou réinventé, mais plutôt une assimilation des journalistes de France 3 au modèle de France 2, et ce modèle étant largement reconnu comme, disons, plus autoritaire, plus hiérarchique et plus élitiste que ce qu'ont pu connaître les journalistes à France 3. Et donc ça se traduit progressivement par une division du travail accrue avec une parcellisation des tâches, notamment dans la réalisation des sujets, des reportages, avec une division, une répartition des éléments qui forment des sujets au journal télévisé, des inégalités, à la fois sur le plan salarial, mais aussi pour l'accès aux sujets, ou surtout aux éditions perçues comme les plus prestigieuses, comme le 20h, et de moindres marges, moins de temps pour les échanges, pour les propositions, pour les initiatives qui seraient issues de journalistes sans position d'encadrement. Donc il y a des inégalités entre journalistes, et en moyenne on constatait que les journalistes issus de France 3 étaient défavorisés, avec une rémunération plus basse, moins d'accès aux positions d'encadrement, moins d'accès aux éditions les plus prestigieuses, aux magazines, aux sujets les plus longs. Qu'on parle de la durée de confection du sujet ou de la durée de diffusion du sujet. Inégalité aussi même de pouvoir signer un sujet, d'accès à la possibilité de signer un sujet en tant qu'auteur ou autrice principale. Alors, c'était une moyenne, quand on compare France 2 et France 3. Il y a globalement des inégalités très fortes entre individus qui font que même des anciens de France 2 peuvent être défavorisés, pendant que certains anciens de France 3 tirent leur épingle du jeu en quelque sorte.
Alors l'absorption de la rédaction nationale de France 3, dans celle de France 2, c'était une démarche éditoriale, c'était aussi une démarche économique. Ça visait une mutualisation et aussi une réduction des moyens. Alors d'un côté, les débouchés sont réduits. On pourrait estimer qu'il y a moins de production à sortir puisque les éditions nationales de France 3 ont disparu. Mais en même temps, cette réduction des débouchés en termes de diffusion n'implique pas forcément une réduction équivalente de la production attendue, puisque notamment parallèlement, on avait un allongement de la durée du journal de 20 heures sur France 2. Or, les effectifs ont, quant à eux, connu une diminution continue ces dernières années, à l'exclusion de 2024-2025, avec une réduction de la taille des équipes rédactionnelles et une rétractation du recours à des externes. Donc, il y a des marges de manœuvre qui se réduisent, et du coup, il est de moins en moins possible de se passer de ressources inemployées. Et donc, on met au maximum les gens au travail, on leur en demande plus, ça se traduit notamment par des heures supplémentaires, ou par en tout cas des débordements, puisqu'il y a aussi beaucoup de forfaits jours, donc on ne compte pas forcément les heures supplémentaires, et avec des tâches perçues. On sollicite de plus en plus les gens en leur affectant des tâches qui sont perçues comme mineures ou dégradantes au regard de leur profil de journaliste aguerri. Et elles sont perçues comme mineures ou dégradantes parce que de plus en plus il s'agit de fabriquer des éléments, des bouts de reportage, et les reportages étant conçus par d'autres, soit parce que, et ce qui est donc, soit on est dans cette situation d'avoir à concevoir des éléments un peu parcellisés, soit on a l'impression de voir que le contenu du reportage, le contenu éditorial du reportage est prescrit d'en haut par les éditions plutôt que d'être construit d'en bas par les journalistes à partir des matériaux collectés sur le terrain. Voilà, juste pour dire que cette évolution structurelle fait qu'on débouche sur des fortes tensions interpersonnelles, à la fois horizontales et verticales, donc qui nous ont été relatées, avec des risques psychosociaux multiformes. À la fin de notre rapport, on formulait un certain nombre de préconisations sur lesquelles on peut revenir si vous le souhaitez, mais je n'irai pas plus loin. Merci beaucoup, ce qui me permet quand même d'assurer de notre soutien Monsieur Alexandre Carra, qui fait face sur les réseaux sociaux à un torrent d'attaques personnelles lamentables. Et faut-il que nous soyons tombés si bas dans notre pays pour que nous continuions de jeter en pâture des citoyens français. Donc je veux lui dire que rien ne saurait justifier, comme on le voit malheureusement très régulièrement dans notre pays, qu'on s'en prenne à des salariés de l'audiovisuel public, ou d'ailleurs à n'importe quel citoyen français, que rien ne peut justifier ces attaques dont il fait l'objet, et comme je l'avais dit il y a 2 jours, très souvent de la part d'héros de l'anonymat, très courageux et bien cachés derrière leurs écrans. Monsieur le rapporteur, la parole est à vous. Merci Monsieur le Président. Merci Madame, merci Monsieur. Je tiens en propos liminaire vraiment à saluer la qualité de votre rapport que j'ai pu lire, qui est très instructif, qui nous permet d'aborder d'ailleurs le volet fonctionnement de cette commission d'enquête avec nombre de détails. Votre questionnaire donc sur France Télévisions, auquel je précise, ont répondu 42% des salariés concernés, a donné lieu à des résultats assez clairs. Page 30, par exemple, on peut lire que 54% des salariés estiment ne pas être traités de façon équitable, 52% estiment ne pas recevoir le respect et l'estime que mérite leur travail, et 43% ont été exposés à des comportements problématiques de la part de collègues ou de supérieurs hiérarchiques. Page 111, un témoignage parle même, je le cite, de harcèlement organisé par la direction. Alors vous êtes un cabinet reconnu, vous avez pu vous présenter, vous êtes expert certifié notamment par le ministère du Travail auprès des CSE. Comment est-ce que vous jugez la situation chez France Télévisions, notamment par comparaison à d'autres entreprises semblables que vous avez pu auditer? Est-ce que cette situation, notamment les cas de souffrance au travail, vous paraissent normales? Et est-ce qu'il y a matière aujourd'hui à s'inquiéter de ces critiques ou de ces appels à l'aide qu'on peut lire dans votre rapport? Peut-être déjà rappeler que là, nous avons produit un rapport sur la rédaction nationale de France Télévisions. L'échelle est différente. Celle dont vous parlez avec Monsieur Carra, c'est celle de la direction de l'information. La rédaction nationale n'est qu'une unité de travail à l'intérieur de cette direction de l'information. Et par rapport à ce que vous posez comme question concernant l'élargissement du propos, peut-être rappeler que nous exerçons effectivement des expertises depuis 2009 chez France Télévisions et nous avons effectivement conduit un
certain nombre de travaux qui portent sur toute une série d'unités de travail. La chaîne de production de contenu et ou la chaîne de production de l'information à France Télévisions implique non seulement des journalistes, mais également toute une série d'autres corps de métier, administratifs et techniques, qui eux aussi ont pu connaître au fil et à mesure des transformations de cette entreprise vers l'entreprise unique, justement, à une dégradation des conditions de travail. Ce que connaissent les journalistes aujourd'hui, d'autres populations l'ont connu antérieurement, c'est-à-dire une intensification, une densification du travail qui produit régulièrement, en tout cas à ce que nous avons pu observer, des impacts en santé physique et en santé mentale, une dégradation des rapports sociaux avec, comme vous l'avez noté dans ce rapport, des escalades vers effectivement de la conflictualité horizontale et verticale, des critiques portées vers le management et des critiques portées également sur le système de production qui est aujourd'hui celui de France Télévisions, c'est-à-dire une orientation de plus en plus tournée vers des indicateurs de gestion qui font mal au sens au travail et font mal également aux différents métiers et aux coopérations que pourraient entretenir ces différents métiers. Sur la dimension des coopérations, justement, on parlait des journalistes. Les journalistes se retrouvent de plus en plus souvent isolés sur le terrain avec des équipes de plus en plus réduites, là où auparavant ils pouvaient travailler avec des corps de métiers très différents, des opérateurs de son, des opérateurs de vue, des GRI, au-delà du rédacteur. Ce travail en collectif a été amoindri au fur et à mesure des années des transformation de l'entreprise et de ses process de production pour répondre à des injonctions à faire plus vite, à faire à moins de personnes avec des coûts sur la masse salariale qui sont regardés de manière extrêmement aiguë sur les 20 dernières années au travers des contrats d'objectifs et de moyens qui sont donnés à l'entreprise. Ceci a des impacts sur les conditions de travail et nous, par là où on intervient, ce sont les conditions de travail et ce sont les risques professionnels et la manière dont ils évoluent au fur et à mesure des transformations des entreprises, des décisions que les employeurs peuvent porter, en décisions qui sont souvent guidées par des objectifs plus larges. Et ici, les contrats d'objectifs et de moyens sont ces objectifs plus larges auxquels l'entreprise cherche à répondre, bon gré, mal gré, au fur et à mesure des 20 dernières années, voire un peu plus, ce qui amène effectivement à des conditions de travail qui se dégradent au fur et à mesure. C'est ce que vous avez pu lire dans notre rapport, entre autres. Pour des comparaisons avec d'autres structures équivalentes, j'ai peur de ne pas pouvoir vous répondre. Nous sommes intervenus effectivement dans d'autres structures publiques, mais qui ne sont pas nécessairement, qui ne relèvent pas nécessairement du champ de l'audiovisuel. Par contre, nous avons pu intervenir dans des structures qui relèvent du champ privé et qui portent plutôt sur la presse. Donc là aussi, des productions de contenu et des productions d'information qui connaissent des situations qui ne sont pas si éloignées en termes de dégradation des rapports sociaux au travail et des impacts en santé au travail, des conditions qui sont offertes aux salariés aujourd'hui avec des effectifs qui ont tendance à se réduire, de la polyvalence et la polycompétence qui ont tendance à être demandées de plus en plus fortement et un temps pour produire qui réduit les autres temps qui sont considérés comme des temps non productifs et qui étaient généralement constitués de temps de préparation, de temps de discussion, de temps de réflexion, de temps d'approfondissement et de temps également de coopération avec les autres corps de métier, les documentalistes également, les scripts, les OPS et les OPV, opérateurs de vue et opérateurs de son. Ces temps-là ont au fur et à mesure été réduits et donnent lieu effectivement à une intensification, mais aussi à un appauvrissement des échanges au sein de l'entreprise publique que vous regardez aujourd'hui, mais potentiellement et également au sein des entreprises qu'on a pu regarder à l'échelle du privé, plutôt de la presse. Merci. C'est bien d'aller au bout des sujets, c'est un sujet complexe, mais quand le rapporteur a beaucoup de questions, il va faire des questions courtes et des réponses courtes si on peut, même si les sujets, j'en suis conscient, sont particulièrement complexes. Monsieur le rapporteur, je vous en prie. Votre micro, pardon. Merci Monsieur le Président, merci Madame pour votre réponse. J'aimerais d'abord revenir sur la genèse de ce rapport qui a été, je le rappelle, commandé par le CSE, donc le Comité social et économique de France Télévisions, c'est-à-dire l'instance représentative des salariés et non pas la direction. À vous lire page 7, on apprend que ce rapport a été précédé de 3 réunions entre la Société des journalistes et la direction, le 19 novembre 2024, le 10 décembre 2024 et le 8 janvier 2025. Lors de la première réunion, la direction invite à procéder, je cite, à un traitement individuel au cas par cas des situations de souffrance au travail, estimant qu'il ne s'agit pas d'un problème collectif ou structurel. Fin de la citation. Après cette réunion, la SDJ publie 36 témoignages de salariés en souffrance. Et pourtant, lors des 2 réunions suivantes, la direction maintient sa position, invite les lanceurs d'alerte à sortir de l'anonymat.
la direction nie par 3 fois tout problème structurel chez France Télévisions. C'est la raison pour laquelle le CSE vous a missionné le 5 février suivant. Est-ce que vous pouvez nous préciser le contexte dans lequel vous avez été missionné? Et est-ce que vous avez le sentiment que la direction de France Télévisions a voulu occulter, d'une certaine façon, ces cas de souffrance au travail en niant par 3 fois tout dysfonctionnement structurel? Alors la réponse pourra peut-être paraître un peu désabusée parce que c'est l'ordinaire de notre travail d'être confronté à des directions qui, quand des cas de souffrance au travail leur sont présentés, considèrent d'une part que c'est purement individuel et s'en prennent à l'anonymat quand il a été nécessaire pour faire émerger justement des expériences de souffrance au travail qui ne peuvent pas être dites directement par peur, à tort ou à raison, des représailles. Donc c'est un réflexe qui est somme toute assez ordinaire. La démarche effectivement des représentantes et des représentants du personnel a été de considérer qu'il s'agissait d'un problème plus structurel, plus collectif que individuel, et j'ai envie de dire tant du point de vue de ce qui arrive aux salariés que même par rapport à l'attitude de tel ou tel manager, encadrant ou directeur ou directrice de la rédaction nationale ou de l'information. La volonté des représentants du personnel, par exemple, n'a pas été, enfin, c'était pas dans le cahier des charges, et ça n'a pas été d'ailleurs dans ce que nous avons trouvé non plus, de pointer le harcèlement moral de telle ou telle personne avec un coupable bien identifié, mais de réfléchir plus globalement, plus collectivement aux risques psychosociaux et ce qui, dans l'organisation du travail, pouvait être générateur de mal-être. Je vous remercie pour votre réponse. Selon les articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail, France Télévisions, en tant qu'employeur, est garante de certaines obligations de sécurité et de prévention des risques liés au travail. Je vais vous citer ce passage du Code du travail, mais l'employeur, je le cite, donc l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le CSE a ordonné et financé lui-même ce rapport. Est-ce que vous estimez, vous, qu'il était de la responsabilité plutôt de la direction de France Télévisions de commander ce rapport de sa propre initiative ? Pour répondre déjà, c'est pas le CSE qui a financé ce rapport, c'est l'entreprise, c'est l'employeur du point de vue juridique qui a financé les expertises risques graves. Donc, in fine, c'est bien l'employeur qui est comptable économiquement quand une expertise de ce type-là est commandée. Quant à savoir effectivement sur cette dimension de l'obligation employeur, si c'est lui qui aurait dû commanditer un travail de ce type, en réalité, France Télévisions en a commandité toute une série de travaux portant sur l'organisation du travail, les impacts de cette organisation sur les métiers, sur la transformation des métiers, sur la transformation des process. France Télévisions n'est pas la dernière structure à demander des audits concernant son propre fonctionnement. Nous les consultons par ailleurs dans le cadre de nos propres expertises, donc on sait qu'il y a une production de ce type-là, qu'il y a une attention sur ces sujets-là. On le sait d'autant plus que nous avons, dans le cadre des expertises que nous avons menées à France Télévisions depuis 2009, à rencontrer régulièrement les interlocuteurs de la direction santé qualité de vie au travail ou des DSQVTC chez eux et les préventeurs qui sont ergonomes, qui sont psychologues du travail et qui sont tout simplement analystes du travail tout court parfois. Et donc de ce fait, nous avons des contacts avec cette direction de manière régulière. Depuis 2009, on a vu cette direction évoluer dans ses pratiques, dans ses process, dans ses effectifs, effectivement aussi. Et donc les moyens sont donnés, mais ils restent insuffisants aujourd'hui au regard des chantiers ouverts en matière de qualité et de conditions de vie au travail. Ça, nous le soulignons dans tous nos rapports depuis 2009. Il y a des efforts à produire. Il y a une méthodologie en termes d'appréciation des risques professionnels qui a évolué, qui s'est améliorée, mais qui reste insuffisante et qui reste en partie entravée ou limitée par ce que nous soulignons tout à l'heure, c'est-à-dire un effet de système
système avec des objectifs et des contraintes qui sont posées à l'entreprise qui l'amènent trop souvent, en tout cas à notre regard d'analyste du travail, trop souvent à être en prévention secondaire ou tertiaire plutôt qu'en prévention primaire, c'est-à-dire à agir plutôt au moment où les situations apparaissent, à agir plutôt au cas par cas, à agir quand il y a déjà des signaux qui sont dans le orange ou dans le rouge, du point de vue des indicateurs en santé au travail, plutôt qu'en prévention, c'est-à-dire à agir sur les structures, sur les effectifs, dans la mesure où effectivement la structure et la question des moyens donnés à l'entreprise pour permettre des conditions de travail satisfaisantes sont contraintes. Je vous remercie pour votre réponse. Je me permets peut-être de reformuler ma question, mais à la lecture de votre rapport, on constate malgré tout qu'à 3 reprises, lors de 3 réunions entre la SDJ et la direction de France Télévisions semble avoir freiné pour cette initiative de rapport qui vous a été mandatée, qui vous a été demandée. Est-ce que vous avez aussi cette impression-là? Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que la direction de France Télévisions n'a pas semblé vouloir de ce rapport et n'a pas pris en tout cas toute la mesure de la gravité des faits de souffrance au travail qui pouvaient être exprimés au travers des nombreux témoignages qu'on peut lire dans votre rapport? Là encore, il y a quelque chose d'assez ordinaire dans notre travail. Vous avez compris avec l'intervention de ma collègue que les commanditaires sont les représentants du personnel et le payeur est l'employeur. Donc il est rare, en réalité, que l'employeur soit très favorable à notre intervention. Après, le Code du travail prévoit que ça puisse être possible et que ça puisse se faire malgré tout, donc ça se fait. Ce qui se manifeste à travers ces 3 rendez-vous, nous semble-t-il, mais nous, on n'y était pas, et comme vous l'avez noté, notre intervention, elle commence après, c'est une divergence d'interprétation sur la situation. Et commander une expertise, ça n'est pas attaquer son employeur au tribunal pour justement faire respecter l'obligation de sécurité citée dans l'article L4121-1 que vous avez mentionné. Demander une expertise, c'est permettre qu'un certain nombre de faits puissent être établis, confirmés, éventuellement infirmés, et qu'une analyse puisse être portée et qu'ensuite des préconisations sur la base de ce diagnostic puissent être formulées pour alimenter le dialogue social. C'est ce qu'ont souhaité les représentants du personnel, et nous on peut surtout parler des intentions des représentants du personnel puisque ce sont eux qui nous ont mandatés. On peut constater que une expertise s'impose à l'employeur juridiquement. Il a la faculté, s'il estime par exemple que le risque grave sur lequel se fonde l'expertise n'est pas constitué, il a la faculté d'aller contester au tribunal le déroulement de cette expertise en disant le risque grave n'existe pas. En l'occurrence, ça n'a pas été le cas de la direction de France Télévisions. Je vous remercie pour votre réponse complète. J'en viens maintenant aux conditions dans lesquelles s'est déroulée votre mission. Page 12 de votre rapport, vous mentionnez, je le cite, « des difficultés d'accès aux locaux inédites qui ont complexifié la réalisation du terrain et la planification des observations ». Fin de la citation. Vous indiquez que la direction a refusé de vous fournir un badge d'accès pour la durée de votre mission, contrairement aux précédentes expertises que vous aviez réalisées chez France Télévisions. Est-ce qu'au regard de ces éléments, vous avez eu le sentiment que votre mission s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes? Est-ce que vous estimez avoir bénéficié d'une pleine et totale collaboration de la direction de France Télévisions? Au contraire, est-ce que vous avez subi des entraves dans la réalisation de vos travaux? Pour répondre à votre question, oui, effectivement, par rapport aux expertises que nous avons pu réaliser à France Télévisions précédemment, les contraintes logistiques existaient sur celle-ci et n'existaient pas antérieurement. Donc oui, il y a eu une inflexion, effectivement, qu'on n'a pas réussi à nécessairement expliciter. Pour autant, on a malgré tout réussi à mener tous les entretiens qu'on souhaitait mener, on a réussi à mener les observations qu'on souhaitait mener. Là où on a en réalité rencontré le plus de difficultés ou le plus de blocages, mais qui ne sont pas nécessairement volontaires pour le coup, c'est dans la qualité et le volume des documentaires que l'on a pu explorer, investiguer, et qui sans doute auraient permis d'aller peut-être un peu plus loin dans le résultat des analyses portées sur la dimension des inégalités de traitement notamment. Là, ce n'est pas nécessairement la direction qui a fait entrave, mais c'est plutôt le système d'information existant aujourd'hui à France Télévisions qui est à interroger. Les données disponibles, la manière dont elles sont organisées pour qualifier ou non certains
parcours et certaines situations de discriminantes ou d'inégalitaires sur le plan de la rémunération, sur le plan de l'évolution des parcours, sur le plan de la distribution des tâches. Et là, effectivement, le système d'information qui est celui de France Télévisions aujourd'hui répond à des questions, mais pas à celles-ci. Juste une petite précision, comme le rapporteur évoque la direction de France Télévisions, il se trouve qu'après votre rapport, la DRH du groupe France Télévisions a remis sa démission. Est-ce que vous aviez eu des échanges avec cette personne qui était la DRH et qui a donc quitté en novembre le groupe France Télévisions? Non, nous n'avons pas eu d'échange, d'entretien avec la DRH sur cette expertise-là. En tout cas, antérieurement, oui. Sur d'autres expertises. Sur celle-ci, non, pour la simple et bonne raison que le périmètre qui était donné à cette expertise était celui de la rédaction nationale et pas celui de la direction de France Télévisions ou la direction de l'information, mais bien celui de la direction de la rédaction nationale qui a sa propre directrice des ressources humaines. Et donc, celle-ci a été entendue, mais pas les échelons supérieurs. Merci Madame pour votre réponse. Dans les entraves que vous avez pu connaître dans la réalisation de vos missions par la direction de France Télévisions, je pense particulièrement à l'accès aux documents. Vous mentionnez page 13 de votre rapport, je le cite, des freins à l'analyse documentaire. Vous citez pêle-mêle, je cite encore, la piètre qualité des données transmises, l'absence ou l'impossibilité d'accéder à certains éléments ou encore des documents quasi inexploitables. Je les cite car je vous avoue éprouver aujourd'hui en tant que rapporteur les mêmes obstacles inédits dans le déroulement d'une commission d'enquête de la part de France Télévisions. Il y a des freins dans la transmission des documents, il y a une mauvaise qualité de certaines données transmises, il y a une interdiction jusqu'à présent qui a été faite aux administrateurs de l'Assemblée et à mon collaborateur de pouvoir consulter des documents, en rupture d'ailleurs totale avec les usages d'une commission d'enquête et de la loi. J'ai reçu par exemple les premiers documents que j'avais demandés plus d'un mois après les avoir réclamés. Le 9 janvier, soit plus d'un mois et demi après mes premières demandes, je ne disposais que moins de 2 documents sur 10 demandés à France Télévisions. Est-ce que vous estimez, et à la lecture de votre rapport, j'ai l'impression que c'est le cas, que la direction de France Télévisions a freiné vos travaux, voire a volontairement restreint vos accès aux documents utiles, notamment pour tenter d'atténuer la profondeur de vos analyses? Pardon, j'ai juste une précision que le cas de la commission enquête n'est pas le même. De toute façon, le rapporteur le sait que le travail que vous avez mené. Donc, je comprends la volonté du rapporteur de faire un lien, mais c'est deux choses très différentes. Qu'effectivement, les pouvoirs du rapporteur lui permettent de pouvoir contrôler sur place et sur pièce, et qu'il faut s'assurer, que je m'en assurais que les documents qu'il a reçus, parce que c'est une chose de recevoir les documents, c'en est une autre de pouvoir les exploiter, et donc il doit être en capacité, monsieur le rapporteur, de pouvoir les exploiter par une organisation, une arborescence. On parle quasiment d'1 million de pages à traiter. J'ai demandé hier que les administrateurs qui accompagnent le rapporteur dans sa mission puissent y avoir accès, car malgré les capacités du rapporteur, il ne sera pas en mesure seul d'analyser 1 million de pages. Pour ce qui est de son collaborateur, pardon, je précise tout, mais c'est important, c'est pas l'usage dans le règlement de l'Assemblée nationale, mais les administrateurs doivent y avoir accès, je l'ai demandé, et il faut être en capacité d'exploiter. Pardon, c'est sur les documents pour le rapporteur. Maintenant, c'est important que vous puissiez répondre à la manière dont, effectivement, comme le rapporteur vous l'a demandé, vous avez pu exercer votre mission. Qui, si je l'ai bien compris, ça serait intéressant de savoir, vous demandait d'aller régulièrement sur place. C'est un travail sur place. D'ailleurs, peut-être, si l'important est d'accord, nous expliquer concrètement comment vous aviez accès aux pièces et comment vous travailliez durant cette mission. Très bien. Merci déjà pour ces précisions sur le fonctionnement d'une commission parlementaire, parce qu'on n'est pas forcément au fait, pour expliquer la manière dont nous, on fonctionne, et surtout notre fonctionnement est encadré. Donc c'est par le Code du travail qui dispose que l'employeur doit mettre à disposition de l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission, sans beaucoup plus de précision. Donc en fait, après, ce sont les jurisprudences qui viennent un peu préciser les contours de cette obligation qui pèse sur l'employeur ou de ce droit qui nous est donné. Quand il s'agit d'un expert comptable, c'est plus facile parce que ça correspond aux pièces qu'un commissaire au compte, auquel un commissaire au compte peut avoir accès. Nous concernant en matière de santé, sécurité et conditions de travail, il n'y a pas de pièces toutes faites que l'on pourrait contrôler. Il y a un certain nombre de documents qui sont toujours des indicateurs indirects pour nous, pour les problématiques que nous cherchons à creuser autour des conditions de travail. Et donc,
La difficulté, c'est qu'effectivement, on est parfois confronté à un système d'information qui, parce qu'il est conçu pour d'autres raisons que celles qui nous animent, de par le cahier des charges donné par les représentants du personnel, ne répond toujours qu'imparfaitement ou indirectement ou incomplètement à nos questions. Et c'est ce qui s'est passé, en l'occurrence, là sur cette expertise à France Télévisions, où dans la mesure où nous étions interpellés par les représentants du personnel sur l'hypothèse d'inégalité tenant non seulement éventuellement rémunération, mais aussi à la répartition du travail, à qui peut faire quoi, on a demandé un certain nombre de documents relatifs à la traçabilité de la production, justement, pour savoir qui fait quoi, pendant quelle durée, avec quelle signature, quelle durée ensuite quelle durée du travail, quelle durée du reportage associé, etc. Et c'est sur ces aspects-là que les informations qui nous ont été communiquées, et qui nous ont été communiquées, incontestablement, et restaient extrêmement partielles, parce que elles n'ont pas été construites pour répondre à ces questions-là. C'est pour ça que dans nos préconisations, et dans la mesure où ce sont des questions qui nous semblaient effectivement importantes et qui animent la représentation du personnel, on a préconisé d'améliorer le système d'information pour répondre à ces questions-là, puisque nous avons travaillé toujours de manière indirecte avec des documents qui avaient d'autres fonctions. Il n'y a rien d'illégal à ça, dans la mesure où la jurisprudence, donc contrairement d'après ce que je comprends à ce qui existe pour une commission d'enquête parlementaire, et effectivement on n'a évidemment pas le même statut, la jurisprudence dit que la direction n'a aucune obligation de fabriquer des documents qui n'existent pas pour notre compte. Elle doit nous donner ce qui nous est nécessaire, et c'est à nous de le retraiter. Merci, monsieur, pour votre réponse. J'en viens désormais au fond de votre rapport, qui est très instructif. Vous revenez notamment sur la fusion des rédactions nationales de France 2 et de France 3. Lors de son audition, monsieur Sidmon Gomes insistait sur la force différenciante de France Télévisions, notamment par rapport à la vocation de France 3, toujours au plus près du terrain. Pourtant, je lis dans votre rapport, en page 2, je le cite, « Les journalistes issus de France 3 sont globalement défavorisés. En moyenne, leur rémunération est plus basse, ils ont moins accès aux positions d'encadrement, aux éditions les plus prestigieuses, aux magazines, aux sujets les plus longs, à la possibilité même de signer un sujet en tant qu'auteur principal. » Fin de la citation. Je vais vous citer un autre témoignage que j'ai trouvé page 42. « Oui, je vous dis, au sein du management, c'est majoritairement des France 2 qui ont été nommés aux postes d'encadrement les plus élevés. » Fin de la citation. « Ceux qui ont travaillé à France 3 semblent en pâtir pour leur carrière. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette différence, cette distinction entre ceux qui sont issus de France 2 et de France 3 ? France 3 est l'antenne des territoires, c'est d'ailleurs l'une des missions importantes de l'audiovisuel public. Est-ce que vous avez l'impression que les personnels, les journalistes notamment de France 3, sont victimes de la part de la direction d'une forme de mépris, notamment par rapport à leurs collègues de France 2 ? Alors, pour bien préciser le périmètre, tout d'abord, c'est qu'effectivement, on parle des journalistes issus de France 3 qui sont dans la rédaction nationale. Il y a des journalistes de France 3 réseau, enfin, le choix a été fait de conserver la France 3 sur l'aspect réseau et régional, avec du coup des bouts de reportages issus de la rédaction nationale, mais qui sont intégrés dans des éditions, quant à elles, régionales. Donc nous, on parle bien uniquement des journalistes intégrés à la rédaction nationale et sans avoir rien de spécifique à dire sur les journalistes des stations régionales, faute d'avoir enquêté sur le sujet. Et puis, ça fait combien de personnes, qu'on sache juste de quoi on parle, du nombre de personnes qu'on parle? Alors, ça fait 400, la rédaction nationale, c'est 450 personnes, si je ne dis pas de bêtises, et à peu près 40% de France 3, sans avoir révisé les chiffres. Non, mais ok, merci. Et donc, effectivement, ce qu'on constate, en moyenne, et voilà, on trouvera toujours des contre-exemples ou des personnes pour citer des contre-exemples, mais en moyenne, les journalistes de France 3 perçoivent des rémunérations inférieures et, semble-t-il, d'après les traces documentaires que nous avons rapportées, et j'ai dit combien ça restait incomplet et partiel, ont moins accès aux éditions les plus prestigieuses et ont des reportages, ont moins de possibilités de signer des reportages ou de faire des reportages, des sujets relativement plus longs que les autres.
Semble-t-il, jusqu'à preuve du contraire, puisque les éléments documentaires qui nous ont été fournis restent complets et que, grosso modo, suivant les documents dont il s'agit, qui contiennent déjà des dizaines de milliers de lignes, mais il en manque des dizaines de milliers d'autres, permettent de tracer entre 10 et 30% de l'activité de la production suivant les documents qu'on avait. Donc peut-être que cette analyse est biaisée par l'incomplétude des documents. C'est pour ça que l'une de nos recommandations, c'est de poursuivre l'analyse avec un système d'information un peu plus nourri. Il y a donc effectivement matériellement, quand on constate à travers la rémunération, la répartition du travail, une tendance à des considérations relatives des journalistes de France 3 vis-à-vis de ceux issus de France 2, mais aussi vis-à-vis d'une population dont on n'a pas parlé jusque-là, qui sont, parce qu'on a continué à recruter malgré tout à la rédaction nationale après la fusion des rédactions, des journalistes qui n'ont connu ni l'une ni l'autre des rédactions, qui sont donc généralement plus jeunes et qui sont dans une position un petit peu ambivalente, puisque ils peuvent connaître des formes de reconnaissance rapides et tout à fait gratifiantes, mais au prix, pour un certain nombre d'entre eux aussi, d'une charge de travail très importante, d'une exigence de réactivité, voire de malléabilité qui est extrêmement importante. Donc il y a là aussi une position ambivalente pour des personnes qui sont ni issues de France 2, ni issues de France 3. Je vous remercie pour votre réponse. Vous mentionnez dans votre rapport de nombreuses inégalités de traitement, ce sont vos termes. Elles ne se cantonnent pas simplement donc aux anciens journalistes de France 3, puisque vous écrivez en page 2, je cite, « Ce sont les femmes, les plus anciens, et enfin les originaires de France 3 qui déclarent les situations les plus critiques. » Alors j'aimerais m'attarder notamment sur la question des seniors, faisant notamment écho à la stratégie assumée de Delphine Ernotte d'en finir ou de tourner la page avec la télévision publique des hommes blancs de plus de 50 ans. En lisant votre rapport, on a en effet le sentiment que pour être reconnu chez France Télévisions, il faut être quasiment un trentenaire, urbain, et que les autres ont du mal à se faire une place parmi la rédaction. Vous écrivez notamment page 26, je la cite, « Concernant l'âge et l'ancienneté, le score devient de plus en plus négatif au fur et à mesure que l'âge et l'ancienneté augmentent. » Si l'on ajoute à cela les récentes condamnations devant les tribunaux pour licenciement abusif, pour discrimination de nombreuses figures de l'audiovisuel public de France Télévisions, comme par exemple les animateurs des chiffres et des lettres récemment, comme par exemple Patrick Sébastien, qui ont obtenu des centaines de milliers d'euros d'indemnisation pour licenciement abusif devant les tribunaux, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une politique RH délibérée chez France Télévisions, en application d'ailleurs de la doctrine de la présidente Delphine Ernotte, de discriminer les journalistes ou les animateurs seniors chez France Télévisions? Pardon, je juste préciser parce que il faut qu'on reste mesuré dans nos expressions. Là encore, je ne viens pas en soutien de la direction, mais on peut pas dire, on peut pas affirmer qu'elle a. C'est que des citations. Non, mais monsieur, elle peut pas affirmer qu'elle a décidé de discriminer par principe. Il y a des choix qui ont été faits. Les hommes blancs de plus de 50 ans. Il y a des. Non, mais je termine juste. Elle est venue s'en expliquer. Si le rapporteur souhaite l'auditionner à nouveau, nous l'auditionnerons à nouveau pour qu'elle puisse répondre à nos questions. Mais voilà, il faut faire attention à ce que l'on dit ici. On ne peut pas dire qu'elle a décidé de discriminer par principe. C'est une accusation grave. Je suis aussi là pour vous protéger. Non, mais je suis aussi là pour vous protéger, monsieur le rapporteur. On ne peut pas accuser comme ça. Donc, elle pourra venir s'en expliquer. Maintenant, la question du rapporteur, c'est sur les choix qui ont été faits, voilà, des choix qu'on peut contester. Je suis aussi là, voilà, pour qu'il n'y ait pas ensuite d'accusation contre accusation. On n'est pas dans un ping-pong entre la direction de France Télévisions et vous, et je pense que les questions doivent être posées ici à la direction de France Télévisions, et encore une fois, je le redis, s'il faut reconvoquer la présidente directrice générale de France Télévisions pour aller plus loin dans la réponse aux questions que le rapporteur se pose, pour mieux comprendre les choix stratégiques qui ont été faits, je le ferai, et je la convoquerai à nouveau. Je vous laisse répondre à la question, étant entendu, et je le précise simplement pour que celles et ceux qui nous écoutent comprennent bien, vous avez travaillé sur les journalistes, et pas sur les présentateurs, et donc pas forcément sur les présentateurs qu'ont évoqué monsieur le rapporteur, mais ça ne vous empêche pas de répondre à la question sur les journalistes et les choix qui ont été faits, et une éventuelle, voilà, je me permets de tempérer un peu le propos, discrimination, que le rapporteur
Alors, ce qu'on peut répondre vraiment à notre échelle, c'est ce qu'on a observé, c'est un modèle d'organisation du travail à l'échelle de la rédaction nationale qui amène à privilégier les personnels, salariés hommes et femmes, jeunes ou moins jeunes, qui se rendent disponibles et donc qui manifestent une disponibilité importante. Il se trouve que effectivement, ça filtre des salariés qui seraient moins disponibles en termes d'amplitude horaire, en termes de déplacement, en termes de découchés. Et donc, du coup, là-dessus, c'est comme ça que l'on arrive effectivement à un filtrage des femmes, du fait de leur situation familiale la plupart du temps, mais aussi des personnes les plus âgées qui peuvent avoir des restrictions d'activité, notamment là je parle des journalistes reporters d'images, qui du coup ont des contraintes individuelles liées à leur état de santé, à leur état de famille, parfois à d'autres situations spécifiques, qui amènent effectivement à ce qu'il n'ait pas un accès équivalent à leurs collègues. Et donc c'est ce modèle de prôner la très grande disponibilité, prôner une très grande réactivité également, et prôner par ailleurs une grande malléabilité qui amène à ce que il y ait les personnes qui sont ni France 2 ni France 3 qui puissent monter plus rapidement dans les échelles, obtenir plus rapidement un accès aux 20 heures que d'autres. Et donc c'est ce modèle-là qui conduit à du filtrage et parfois du coup à des situations de production d'inégalités, parce que le modèle privilégié est celui du réagir vite, être disponible en tout moment, être géographiquement très mobile. Et donc c'est ce dispositif-là qui amène progressivement à du filtrage. Allez-y pour compléter, allez-y. Je redonne la parole au rapporteur. Oui, juste peut-être un ajout, parce que c'est un aspect qui apparaît peu dans notre rapport. Un constat qui a été fait par plusieurs de nos interlocutrices et interlocuteurs au cours de notre expertise, et qui les interloquait d'une certaine manière, c'est aussi que la rédaction la rédaction nationale leur apparaît, pour reprendre un terme que vous avez utilisé, très blanche, s'étonnant effectivement du coup elle apparaisse relativement peu représentative de la société française dans son ensemble, faisant l'hypothèse que les discriminations, s'il y en a, ou les filtrages, se font plutôt en amont plutôt qu'au sein de la rédaction nationale. Donc là, c'est un mystère qui reste entier, mais qui a quand même été souligné par une partie de nos interlocutrices et interlocuteurs. Je vous remercie pour vos réponses. J'en viens maintenant, après avoir parlé des seniors, j'en viens aux jeunes journalistes qui débutent chez France Télévisions. Beaucoup commencent ce métier, vous le savez, en réalisant des piges, c'est-à-dire des articles qui sont payés au mot pour différents médias. C'est une situation qui est très précaire. C'est une situation d'indépendants qui ne savent pas d'ailleurs de quoi sera fait leur lendemain pour une grande majorité, qui ne peuvent même pas donner, par exemple, de garantie pour louer un logement. Vous écrivez, page 12 de votre rapport, je le cite, « Certains nous ont contactés pour nous indiquer leur peur d'être identifiés et de représailles sur leur emploi ou situation de travail s'ils prenaient la parole sur leurs conditions de travail spécifiques et les violences au travail dont certains disaient faire l'objet. » Fin de la citation. Vous parlez donc d'un climat de peur chez France Télévisions. Comment est-ce qu'il se traduit concrètement ? C'est là aussi un constat assez banal que les salariés qui peuvent être... Alors, il y a le système spécifique de la pige dans le métier de journalisme, mais ça vaut aussi de salariés en CDD, en intérim, ou des formes de salariat déguisé en auto-entrepreneur. Bref, des situations de précarité sous toutes ces formes. Ça crée des craintes souvent fondées de représailles. Et donc, ça, c'est souvent un obstacle posé à nos expertises pour pouvoir rencontrer les gens, où il faut offrir effectivement des garanties d'anonymat, éventuellement des disponibilités en dehors du lieu de travail pour rencontrer les personnes. Et c'est aussi un frein pour les représentantes et les représentants du personnel pour pouvoir les représenter et représenter les conditions de travail et les difficultés qui sont associées. Et donc ce constat-là, que la précarité n'est pas favorable à la dénonciation de conditions de travail perçues comme délétères, déborde largement France Télévisions. Est-ce que pour autant, il faut se satisfaire de ce climat de peur, encore plus dans une entreprise publique, payée par l'argent du contribuable ? Je conviens que vous expliquez que c'est malheureusement une situation qui est assez banale dans les travaux que vous menez, mais est-ce qu'il n'y a pas une exigence supplémentaire pour une mission de service public, pour une entreprise comme France Télévisions,
de ne pas installer et développer ce climat de peur auprès notamment des salariés ou même des indépendants les plus précarisés? Je ne saurais pas dire s'il y a une exigence supplémentaire dans la mesure où cette exigence découle du Code du travail, qui s'applique à France Télévisions, mais aussi à d'autres entreprises dans le secteur privé. Même Code du travail. Allez-y, monsieur le rapporteur. Merci pour votre réponse. Vous expliquez également dans votre rapport que certains rôles ne tournent pas au sein de la rédaction nationale, les tâches dégradantes notamment, qui peuvent être perçues comme les micro-trottoirs ou les captations sonores, sont toujours réalisées par les mêmes. Certains parlent même de copinage. Je vais vous citer un témoignage, page 88. Je cite, « C'est les chouchous, il y a du népotisme, ils sont là depuis plus longtemps, ils sont souvent à l'antenne, ils se remplacent entre eux, cela bloque. Ils ne vont jamais faire de micro-trottoirs ou des exercices ingrats. Il n'y a jamais une de ces personnes qui a travaillé pour un de mes sujets. » Fin de la citation. Lors de votre mission, est-ce que vous avez eu le sentiment que les décisions qui étaient prises, que les décisions, notamment celles-ci, étaient prises sur la base uniquement des compétences, ou est-ce qu'elles étaient prises sur d'autres critères, probablement subjectifs, comme par exemple le réseau, le copinage, c'est le terme qui est cité, ou les amitiés? Donc effectivement, il y a une hiérarchisation des produits. Faire un sujet aux 20h de France 2, c'est plus reconnu comme plus valorisant que de faire un sujet pour une édition nationale, une édition régionale de France 3, pardon, mais édité par la rédaction nationale, parce qu'en plus on ne sait pas dire forcément à quel moment ça va passer. Donc quand on recherche des interlocuteurs, on peut pas leur dire à quel moment ça va passer. Et donc cette hiérarchisation des produits, elle peut effectivement au bout d'un moment s'accompagner d'une hiérarchisation des personnes si certains sont confinés sur certains produits pendant que d'autres ont accès aux éditions et aux sujets les plus prestigieux. Effectivement, on a répercuté ce genre de témoignages avec la difficulté que des témoignages sur le népotisme, sur le copinage, sur des affinités qui seraient pas légitimes, on en trouve régulièrement dans les entreprises, la difficulté étant de pouvoir ensuite les objectiver à partir des éléments qu'on apporte par ailleurs. Et là, c'est peut-être un point sur lequel bute notre rapport. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que vous mentionnez quelque chose de subjectif. Les encadrants ou même les journalistes de la rédaction nationale s'évaluent les uns les autres à travers des compétences qui sont des compétences de journalistes, et c'est pas évident de savoir ce que sont des compétences de journaliste et de savoir ce qu'est un bon journaliste. C'est l'objet d'un débat, je pense que c'est l'objet d'un débat dans la corporation, dans les différents espaces professionnels de la corporation depuis très longtemps, bien au-delà de France Télévisions, pardon. Et nous, ce qu'on souligne, c'est que justement, ce débat n'existe pas véritablement au sein de France Télévisions. C'est ce qui manque. Donc qu'on puisse s'évaluer, qu'on trouve que certains sont de meilleurs journalistes ou font de meilleurs sujets que d'autres, c'est la vie d'une rédaction, nous semble-t-il. La question, c'est dans quelle mesure la discussion, et la controverse même sur la valorisation de telle ou telle compétence est partagée et collégiale. Et il nous semble, c'est ce qui nous avait fait qualifier le modèle de France 2 et ensuite l'absorption de France 3 dans ce modèle d'autoritaire, c'est que les espaces d'échange qui permettent de mettre en débat ce que devrait être un bon journaliste et ce que sont les compétences d'un bon journaliste, ces espaces se rétrécissent et sont très peu nombreux. Le rapporteur a une question importante, deux questions importantes, après je passerai la parole au collègue député. Juste à ce stade de nos débats, il y a un élément important pour notre commission d'enquête, c'est de savoir s'il y a des procédures judiciaires qui sont en cours liées à votre rapport. Vous mettez en lumière des dysfonctionnements graves, effectivement, quand on lit votre rapport, et j'indique à ce stade du débat aussi que nous auditionnerons bien entendu, parce qu'une commission d'enquête se doit de donner la parole à l'ensemble des acteurs du web public, les DRH, les responsables de l'information de France Télévisions, parce que c'est important de les entendre. On vous entend aujourd'hui, on entend les salariés. Je convoquerai aussi les représentants des ressources humaines du groupe de France Télévisions et de l'information. Des auditions seront prévues. Non pas pour avoir tous les points de vue, mais pour qu'ils puissent aussi réagir à votre rapport et s'expliquer. C'est important qu'ils puissent s'exprimer. En tout cas, c'est le rôle d'une commission d'enquête. Mais j'ai besoin de savoir, comme président de cette commission d'enquête, si des procédures judiciaires sont en cours, puisque vous avez dénoncé des faits graves, certains relevant, s'ils étaient avérés, je parle bien entendu au conditionnel, s'ils étaient avérés
de délits pénaux, et donc, ou en tout cas de contentieux du droit du travail. Est-ce qu'il y a des procédures, soit en termes de droit du travail, soit pénales, qui sont en cours? Je laisse la parole ensuite au rapporteur pour ces deux questions. Sur ce point, on n'a aucune information sur une procédure qui aurait été ouverte sur les fondements de notre rapport, ni à l'échelle individuelle, ni à l'échelle collective. Et notre rapport en tant que tel n'a pas non plus fait l'objet d'une procédure de la part de l'employeur, qui aurait pu, à l'issue de l'expertise et sur la base de notre rapport, considérer que celui-ci n'était pas qualitatif, de la même manière que mon collègue disait qu'il aurait pu refuser la qualification de risque grave. L'employeur n'a pas ouvert de procédure non plus. D'accord. Est-ce que votre rapport, là, pardon, c'est mon rôle de président d'avoir bien tous les éléments, est-ce que dans ces procédures que sont les vôtres, c'est-à-dire une demande du CSE, est-ce qu'il est prévu généralement dans d'autres entreprises que le conseil d'administration, vos rapports, est-ce qu'ils sont présentés au conseil d'administration? Est-ce que dans d'autres structures... non, je vous vois dire non. Non, ils ne sont pas... Il n'y a pas d'obligation en tout cas. Il n'y a pas d'obligation. Ils peuvent, mais il n'y a pas d'obligation. D'accord. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Pour interpréter les nombreux témoignages qui figurent dans votre rapport, la FDJ de France 3, de la rédaction nationale, a fait appel à la sociologue Danielle Linhart. Il se trouve que Madame Linhart était membre de l'Observatoire du stress et des mobilités forcées à France Télécom. Elle a par ailleurs été entendue comme témoin lors du procès de l'affaire des suicides de France Télécom. Vous écrivez dans votre rapport, je cite, « Danielle Linhart n'hésite pas à comparer la brutalité du changement à la situation vécue chez France Télécom. » Est-ce que pour vous, France Télévisions se trouve aujourd'hui, au risque de se trouver prochainement, dans une situation sociale et de souffrance au travail similaire à celle de France Télécom dans les années 2000, entreprise d'ailleurs que la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, a bien connue, pour y avoir travaillé près de 30 ans, et pour y avoir été directrice ces mêmes années lors de la vague de suicides. Quelles sont les comparaisons que vous pouvez faire, qui figurent d'ailleurs dans votre rapport ? Si on évoque la période très particulière, je pense à laquelle fait référence Madame Linhart, qui est la période 2006-2008, qui a été plus particulièrement retenue, parce que c'est celle ensuite qui a fait l'objet d'un procès qui a été jusqu'à la Cour de cassation il y a peu. On fait référence à une problématique bien particulière d'une entreprise dont les dirigeants voulaient faire en sorte de réduire son effectif de 22 000 personnes sur un peu moins de 100 000 de mémoire, alors qu'une bonne partie d'entre eux étaient fonctionnaires, donc sans procéder à un plan de sauvegarde de l'emploi. Et donc on a eu une politique délibérée, ça a été établi par les procès relatifs à France Télécom et porté contre les dirigeants de France Télécom de l'époque, une politique délibérée de déstabilisation, de harcèlement, donc commandé d'en haut et réalisé ensuite à l'échelle des managers de proximité, pour pousser des gens vers la sortie. Malheureusement, le scandale a éclaté parce que des gens sont sortis de manière extrêmement brutale pour une partie d'entre eux à travers des suicides ou des tentatives de suicide. Il nous semble que... on mène pas la comparaison avec France Télécom dans notre rapport, donc je parle sous le contrôle de ma collègue qui peut-être me démentira. Il me semble qu'on est dans un cadre plus classique d'assèchement des ressources et des moyens qui conduisent à des formes de surcharge de travail, qui conduisent à des formes de répartition du travail, qui confient à certains des éléments, des parcellisation du travail, qui confient à certains des éléments plus dégradants, qui du coup génèrent des tensions interpersonnelles fortes et donc qui sont délétères du point de vue des risques psychosociaux. Nous n'avons pas d'éléments prouvant que la direction cherche, c'est un moyen délibéré pour se débarrasser d'une partie non négligeable du personnel. Ce sont plutôt les conséquences des orientations, notamment économiques, qui président aux destinées de cette rédaction. Et peut-être pour ajouter des éléments en lien avec ce que mon collègue vient de signaler, effectivement,
l'un des points qui est notable, c'est le changement auquel ont été exposés les salariés de France Télévisions, siège, mais également réseau ou ultramarins. Ce sont des restructurations organisationnelles et immobilières conséquentes depuis 20 ans. Ce sont une pression sur la masse salariale et sur le coût, des transformations technologiques importantes, des transformations des process de production réguliers, des transformations des métiers, là encore extrêmement réguliers et brutaux. Et donc c'est cette série et cette succession vraiment de transformations qui là produisent un assèchement non seulement des effectifs mais également des marges de manœuvre pour maintenir des conditions de travail soutenables et pour permettre au métier de s'exercer en rapport avec le sens du travail, avec le sens du métier et avec l'intérêt que peuvent avoir les salariés pour ce qu'ils font au sein de cette entreprise de l'audiovisuel public. Donc oui, des restructurations, il y en a successives, et c'est là la problématique, c'est pas tant une politique volontaire décidée d'assécher, c'est vraiment une réponse à des indicateurs de gestion qui sont demandés par une instance plus haute, l'État entre autres, et donc de ce fait il y a restructuration. Un certain nombre de symptômes en termes de risques psychosociaux existaient à France Télécom et existent à France Télévisions, mais les causes qui les amènent ne sont pas nécessairement les mêmes. Et donc là, il y a une vraie différence. Je vous remercie beaucoup pour votre réponse complète. Avant de donner la parole, donc je laisserai le président évidemment donner la parole aux députés présents pour cette audition. Je me permets simplement de revenir sur une réponse, notamment sur l'entrave aux documents et l'entrave dans les travaux que vous avez réalisés auprès de la direction de France Télévisions. Donc vous avez mentionné des freins à l'analyse documentaire, vous avez mentionné la piètre qualité des données transmises, l'absence ou l'impossibilité d'accéder à certains éléments, ou encore des documents quasi inexploitables. Je vous l'ai dit, en tant que rapporteur de la commission d'enquête, je fais face exactement au même type d'entrave de la part de la direction de France Télévisions. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus de précision sur les différents obstacles que vous avez rencontrés pour parfaitement réaliser cette étude, qui est une étude en plus d'importance parce que elle se consacrait notamment au cas de souffrance au travail? Je vais sans doute répéter ce que mon collègue a décrit tout à l'heure. On serait beaucoup plus relatif que vous sur la notion d'entrave. En termes de délai de transmission des documents, on n'a eu aucune difficulté. On a eu des documents rapidement. Quand on en a redemandé en cours d'expertise, la direction a répondu. Et donc du coup, sur ce plan-là de la temporalité de réception des documents, il n'y a pas eu de problématique en soi. Par contre, effectivement, la nature des questions qui nous étaient posées nous amenait à demander des documents de production. Ces documents de production, eux-mêmes, effectivement, étaient sur un certain nombre de points fragiles. C'est ce que disait mon collègue. Ce sont des dossiers, enfin des fichiers plutôt, qui font des milliers de lignes. Ces milliers de lignes n'étaient pas nécessairement renseignés. Mais le non-renseignement de ces lignes vient plus de problématiques du petit quotidien, la traçabilité des activités au fur et à mesure, la fiabilité des données que l'on met quand on remplit des cases. Donc c'était plus cette difficulté-là, des dossiers qui nous sont donnés, du coup, qui sont très imparfaits dans le traitement que l'on peut en faire. Et puis, comme le disait mon collègue, nous, on pose des questions d'inégalité de traitement à des documents qui ne poursuivent pas cet objectif, qui poursuivent un objectif de savoir combien de personnes ont été sur quel et quel reportage. Et donc, du coup, poser des questions à les documents construits pour des finalités qui ne sont pas les nôtres, c'est déjà effectivement extrêmement biaisé. Je vous rejoins sur le fait que les documents étaient faillibles et seraient donc perfectibles, et que le système d'information en tant que tel est perfectible, mais ce ne sont pas nécessairement des entraves. Nous n'avons pas pu prouver, en tout cas dans le cadre de cette expertise, que France Télévisions disposait de données qu'elle ne nous a pas mis à disposition. Ça, on n'est pas en capacité de le prouver. Voilà, bon. Si je peux, enfin... Après, on va revenir parce qu'il y a des questions. Moi, je redis qu'il il faut pas ici être dans un exercice de comparaison. J'accompagne le rapporteur et je fais en sorte
qu'il obtienne tous ces documents. Il en a aujourd'hui 90%, 1 million de pages. Encore une fois, il faut qu'il soit en capacité de les exploiter. J'ai redemandé effectivement que les administrateurs qui l'accompagnent puissent y avoir accès. Je pense qu'il faut ici se garder de comparaison et de parler d'entrave à ce stade. Maintenant, il faut qu'il puisse exercer son travail. La commission d'enquête va se dérouler jusqu'en mars. Les fins des auditions sont prévues pour la mi-mars. Il faut que d'ici là, il puisse exploiter l'ensemble des documents. Donc, je ne voudrais pas qu'on puisse comparer les deux sujets, ne serait-ce que par respect aussi pour le travail que vous menez, qui s'inscrit dans un autre cadre. Ma question est très courte, juste pour bien comprendre. Est-ce que vous avez travaillé sur d'autres rédactions, dans d'autres groupes, publics comme privés, et est-ce que finalement, ce que vous avez constaté là, si vous avez travaillé dans d'autres rédactions, se retrouve dans d'autres rédactions? Après je donne la parole. Je ne donne pas une réponse très longue, mais c'est factuel. Et est-ce que la moyenne d'âge de la rédaction de France 2 et de France 3, parce que le rapporteur parlait effectivement de hiérarchisation par âge, est-ce que la moyenne d'âge de la rédaction de France 2, France 3 correspond à la moyenne d'âge d'autres rédactions dans d'autres groupes publics comme privés? C'est rapide. Alors oui, on a travaillé dans d'autres rédactions, rédaction de l'audiovisuel public, TV5 Monde récemment, l'an dernier, ainsi que la rédaction, mais du coup plutôt dans la presse, presse écrite, presse numérique, à Prisma ainsi qu'à Mondadori, qui sont des rédactions de taille importante avec toute une série de revues dans leur portefeuille. Les rédactions sont difficilement comparables parce que c'est pas exactement les mêmes corps de métier et ce ne sont pas nécessairement également les mêmes activités. Donc on a travaillé dans des rédactions, à quel point elles sont comparables dans leur profil sociodémographique et socioprofessionnel, ça resterait un travail à réaliser notre part pour peut-être avoir une vision plus globale. Ce qui est sûr, c'est que la proportion CDI et personnel précaire est assez différente. France Télévisions, pour le coup, a une rédaction composée, c'est ce que disait mon collègue, de plus de 400 journalistes permanents, auxquels s'ajoute annuellement un volet important, mais en réduction de non permanents. Dans les autres rédactions où nous avons travaillé, ce ratio n'est pas du tout équivalent et ça fait une forte différence en termes de conditions de travail, mais aussi effectivement de coopération. Et ce que disait mon collègue, même si à France Télévisions, c'est quelque chose qui est en train de se réduire, des espaces de discussion sur les métiers et sur les compétences et les attendus propres à cette rédaction en termes de qu'est-ce qu'on considère comme un travail de qualité. Et donc ça, c'est effectivement faisable dans des équipes qui sont stables. Et donc c'est encore présent à France Télévisions, même si c'est en diminution, et ça l'est encore moins dans d'autres rédactions qu'on a pu expertiser. Très bien. Et donc pour savoir si on peut qualifier d'entrave ou non, est-ce que dans d'autres rédactions, vous avez eu les mêmes problématiques pour avoir accès aux documents, pour travailler? C'est une question rapide pour vraiment laisser la parole aux députés, mais si vous comparez, est-ce qu'il y a eu une spécificité dans le travail que vous avez mené à France Télévisions, où vous nous dites, là, il y a eu quand même un cadre particulier, ou au contraire, c'est généralement les mêmes procédures, les mêmes manières de travailler pour vous, avec les mêmes difficultés parfois que dans d'autres rédactions dans lesquelles vous avez travaillé? Sur les autres rédactions où nous avons travaillé, les questions qui nous étaient posées n'ont jamais été celles de l'inégalité de traitement et de la discrimination. De fait, du coup, on n'a pas eu à demander la même typologie de documents, donc ça serait peu comparable. D'accord, très bien. Merci pour vos réponses approfondies. Je laisse la parole à Mme Calves pour le groupe Ensemble pour la République. 2 minutes si elle l'accepte. Merci Monsieur le Président. Pour rappel, j'ai été membre du conseil d'administration de France Télévisions et de Radio France. On vous a écouté et c'est vrai qu'à la demande du CSE de France Télévisions, votre cabinet a dressé un bilan inquiétant de l'organisation du travail au sein de la rédaction du groupe France Télévisions. On peut parler de comportements brutaux, de harcèlement, et puis qui génèrent tout ça des attitudes de repli, d'irritabilité, et puis une croissance de la marginalisation. Moi, je voulais savoir sur 2 points quelle était votre perception sur les causes aussi. Ce n'est pas des excuses, mais des causes ou des facteurs qui peuvent augmenter les effets que vous avez pu constater. On a eu beaucoup d'incertitudes ces dernières années sur le financement et sur la gouvernance de l'audiovisuel public.
que ce soit sur la suppression de la contribution à l'audiovisuel public, que ça soit aussi par ses suites, mais également sur la gouvernance, où on est passé de la fusion des rédactions France 2, France 3, à ensuite des projets, des schémas de gouvernance allant de la holding ou de la fusion ou pas. Quelle est, d'après vous, la part de ces hésitations et tergiversations parfois brutales sur les cadres de travail de la rédaction? D'autre part, et si c'est le cas, et j'aimerais bien que vous puissiez nous éclairer, nous dire dans quelle mesure les journalistes des rédactions se sentent éventuellement dépossédés quand on confie une partie de la couverture de l'information à des productions externes. Quand on est passionné par son travail, est-ce que vous avez eu connaissance de ce sentiment éventuellement de dépossession par des externalisations de ce qui pourrait relever peut-être du travail de la rédaction et de l'information qui pourrait être fait en interne chez France Télévisions? Je vous remercie. Merci. Je vous propose de répondre à la première question de notre collègue. Je ne sais pas si on arrivera à répondre correctement à tout. Sur les facteurs qui peuvent expliquer, ma collègue en a évoqué un certain nombre, et j'avais évoqué d'une part peut-être le manque d'échange éditorial, et ça c'est quelque chose qui se retrouve plus particulièrement et qui est peut-être encore plus vif dans la profession de journaliste, où je le disais, là, il y a forcément une part de subjectivité dans ce qui permet d'établir ce qu'est un bon ou un mauvais journaliste, et donc cette subjectivité, elle devient un peu moins subjective, j'ai envie de dire. En tout cas, il y a l'intersubjectivité qui peut se fabriquer, et au final une forme de consensus à travers des échanges, mais ces échanges professionnels, ces disputes professionnelles existent très peu au sein de France Télévisions. Et puis il y a quelque chose donc peut-être de moins spécifique à la profession de journaliste, de plus classique, me semble-t-il, dans les services publics de manière générale, c'est que quand on a une politique d'assèchement des moyens, sans réduction de la production de manière équivalente, c'est ce qu'on peut voir par exemple dans les hôpitaux, où on regroupe des hôpitaux, on mutualise des effectifs, on réduit les effectifs, on ne remplace pas forcément les départs alors que les besoins ne diminuent pas forcément, et ben ça fabrique forcément des tensions très fortes entre les personnels et leur encadrement, mais aussi entre personnels, éventuellement des stratégies opportunistes, et ça conduit à des dégradations, y compris des rapports interpersonnels où on va avoir des querelles de personnes, là où quand nous remontons notre analyse, on montre qu'il y a des problèmes en réalité structurels et organisationnels. Sur la question de la dépossession, c'est un aspect qu'on a très peu abordé dans notre rapport, parce qu'encore une fois, c'était cantonné non pas au périmètre de la direction de l'information, qui est extrêmement vaste, mais vraiment à la rédaction nationale, qui est en charge des journaux, et où dans ces cas-là, on a très peu de recours à des sociétés extérieures. Pour poursuivre sur cette dimension de la dépossession, on ne l'a effectivement pas du tout traité dans l'expertise sur la rédaction nationale. On a pu la traiter dans le cours d'autres rapports avec d'autres corps de métier qui, peut-être plus que les journalistes encore, ont été impactés par ce travail de délégation à des coproductions, puis après à des productions externes. Je pense à toute une série de métiers techniques qui pouvaient intervenir dans des émissions et des reportages quand ils étaient produits en interne, et qui aujourd'hui ne trouvent plus nécessairement de débouchés au-delà du JT, du journal télévisé, ce qui évidemment a réduit le prisme d'exercice de leur métier et diminué du coup, atteint la dimension du sens, mais aussi la dimension des compétences qui sont détenues, qui parfois peuvent impacter leur employabilité à long terme. Merci beaucoup, Monsieur Saint-Toul, pour le groupe La France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour votre présentation. Comme pour l'audition précédente, on entend d'abord qu'il n'est pas raisonnable nulle part, et à France Télévisions, pas plus qu'ailleurs, de demander de faire autant ou plus avec moins, et que ça constitue la première des violences et la source de tous les problèmes. Vous avez signalé que dans différentes entreprises, vous aviez observé le même genre de dégradation. Est-ce que déjà vous pourriez nous dire quelles entreprises de presse d'abord, et puis quelles sont selon vous les causes de ces dégradations, et si l'État en tant que régulateur et aussi en tant que commanditaire pour ce qui est de l'audiovisuel public
peut y apporter un remède. Et puis, beaucoup des constats que vous avez faits sur la rédaction nationale de France TV sont en lien direct avec la fusion, en réalité, de France 2 et de France 3 pour ce qui est de l'information. Est-ce que vous pourriez, vous livrer un exercice d'anticipation sur ce qu'une fusion complète des rédactions pourrait produire dans ce domaine? Merci beaucoup. Question courte mais vaste. Je vous laisse... Ouais. Sur les entreprises de presse, je laisserai peut-être ma collègue répondre, parce qu'elle a peut-être plus d'expérience que moi, et en tout cas, je n'ai pas d'éléments pour vous répondre. Sur un exercice d'anticipation, c'est pas notre fort, puisqu'on est là pour faire des diagnostics. Ce qu'on peut souligner, en tout cas, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, c'est que on en arrive ici à discuter des journalistes et de la rédaction, et donc dans un calendrier qui fait qu'il y a votre commission qui se monte, et donc on est sollicité. Mais c'est vrai que depuis 2009, on observe cette fusion aussi à travers tout un tas d'autres métiers qui ont subi, comme l'indiquait ma collègue, et cette fusion et la réduction des moyens associés, et aussi la hiérarchisation, alors qui ne prend pas toujours la même forme d'un service à l'autre, mais la hiérarchisation entre les deux structures, et donc qui a été largement producteur de risques psychosociaux. Donc il est probable qu'avant qu'on reparle des journalistes, d'autres corps de métier seraient fortement impactés par une fusion de ce type. Oui, peut-être pour ajouter, on parlait tout à l'heure des transformations qui ont eu cours depuis que l'entreprise unique a été déclenchée. Nous intervenons à France Télévisions depuis 2009. Ça correspond peu ou prou à la date, effectivement, à laquelle l'audiovisuel public, France Télévisions en tout cas, existe en tant que tel. Et les transformations qui ont ponctué, du coup, les 20 années, voire un peu plus, qui viennent de s'écouler, ce sont des transformations organisationnelles, des fusions, des mutualisations de services, avec une réduction d'effectifs souvent à la clé. Ce sont des transformations de process, ce sont des évolutions des métiers, là qui sont liées autant à l'enjeu de réduire les effectifs que de répondre à un milieu ou à un champ de l'audiovisuel où les métiers ont quand même évolué sous la pression du numérique. Donc il y a deux dynamiques. Les coopérations au travail dont on parlait, ce sont des coopérations entre métiers, donc des métiers en cours de transformation. C'est probablement dans l'exercice d'anticipation ce qui devrait avoir lieu également. Ce sont également des exercices d'harmonisation des pratiques, mais aussi des éléments de salaire, des éléments effectivement liés au dialogue social, liés aux conventions et aux accords d'entreprise. Donc tout ceci, ce sont des choses qui ont capté de l'énergie à l'échelle de l'entreprise de manière massive sur les 20 dernières années, dans un contexte où les objectifs de production ont non pas peu évolué, mais en fait ont beaucoup évolué, avec des enjeux de couvrir toujours, bien sûr, tous les publics. Et là, je parle de tous les publics, que ce soit les gammes d'âge, que ce soit les classes sociales, mais que ce soit aussi les territoires ultramarins compris. Et donc là, on est sur des transformations multiples avec des objectifs qui restent tout aussi élevés, avec une exigence de qualité qui est restée à l'identique. Et dans un exercice d'anticipation, je suppose, ou j'espère, que les objectifs de qualité des productions audiovisuelles attendues resteraient importants. La question, c'est vraiment les moyens, mais aussi le calendrier des processus de changement, de manière à ce que la conduite du changement soit mieux accompagnée que ce qui a pu être le cas ici sur France Télévisions. C'est une entreprise qui connaît depuis plus de 20 ans des transformations annuelles et pluriannuelles sur tous les champs, immobilier, process, technologique également, organisationnel, avec une réduction des moyens à la clé à toute transformation qui peut exister à l'échelle du réseau, à l'échelle du siège et à l'échelle ultramarine également. Bien, merci beaucoup, Madame Adizadeh pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je suis heureuse que ce matin, on se penche avec cette attention-là sur les conditions de travail des salariés, sur les rapports sociaux que vous avez décrits. Ma question rejoint celle de mon collègue Aurélien Saint-Toul. Vous avez passé beaucoup de temps à entendre, à enquêter auprès des salariés. 42% d'entre eux ont répondu aux questions. Et dans les enquêtes que vous avez menées, ou dans les questions que vous avez pu poser, est-ce que vous avez senti une crainte liée à ce projet de création d'un grand service de l'audiovisuel public? Est-ce que vous sentez une adhésion, une réticence, et sur quoi se fondent ces réticences si elles sont exprimées? Et je voudrais quand même
pousser votre analyse, celle que vous venez de livrer. Est-ce que selon vous, selon votre connaissance à la fois de France Télévisions, excusez-moi, selon également, d'après votre connaissance des organisations professionnelles, est-ce que selon vous, et là je vous demande de vous prononcer, ce projet de fusion tel qu'il a été annoncé par les décideurs publics que nous côtoyons et par ceux aussi qui siègent ici, serait une bonne ou une mauvaise chose au vu des conditions de travail et de la qualité de travail telle que vous avez pu la constater à France Télévisions? Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors je crains que votre questionnement déborde en partie notre domaine d'expertise, mais on va quand même essayer d'y répondre. Sur les craintes, elles pouvaient être présentes, mais nous n'avions pas de questions qui portaient spécifiquement là-dessus, puisque ce n'était pas dans le cahier des charges. Il y avait plus un récit rétrospectif de la fusion de France 2 et France 3. Un récit qui, quand il revenait, était souvent amer, puisque il y avait cette idée, de ce souvenir très présent chez beaucoup de gens, que quand il y a eu la fusion, on leur promettait que, attention, cette fusion ne serait pas une absorption, il y aurait un maintien des identités éditoriales, il y aurait une réinvention des manières de faire plutôt que imposition d'un modèle. Et aujourd'hui, il est reconnu, y compris par la direction, que c'est bien le modèle France 2 qui a été imposé. Donc il y a l'amertume que ce modèle ait effectivement été imposé, mais en plus qu'il y ait eu des propos qui les niaient pendant longtemps, alors que maintenant c'est un fait reconnu et admis par tous. Et donc je pense que cet épisode cuisant de ce point de vue-là risque de susciter un certain nombre de craintes par rapport à une nouvelle fusion encore plus large. Après, sur l'impact que ça pourrait avoir plus globalement, dans la mesure où nous, on est resté quand même sur un effectif concentré de 450 personnes, je crois que vous recevez des organisations professionnelles cet après-midi et sauront sans doute mieux que nous dire ce qu'il faut en penser. Merci beaucoup. Juste pour préciser, les fusions de rédaction, c'est rien à voir avec les fusions d'entreprise. Je dis que c'est pas du tout les mêmes réflexions. C'est pas le même sujet. C'est pas ici qu'on va l'arbitrer, mais le projet en cours, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un projet de holding, c'est-à-dire rapprocher les structures. C'est une question de gouvernance et de pilotage. C'est pas du tout le même sujet que de fusionner les rédactions, mais c'est important ensuite d'avoir la question même de la DSD, c'est d'avoir une réaction sur le projet. Mais c'est pas le même mécanisme et c'est pas les mêmes processus qui se mettent au jour au moment de ces décisions. Même rapidement. Il me reste 50 minutes. Oui, c'est peut-être pas le même type de fusion. Seconde, mais allez-y. Oui. Il me reste 58 secondes pour faire le socialiste. Je suis trop généreuse avec moi-même, vous voyez. Allez-y rapidement. Oui, en effet, c'est pas tout à fait le même type de projet, mais il est évident que la création d'une holding va avoir des incidences sur les organigrammes, les organisations. Sinon, on ne la ferait pas. C'est évident. D'ailleurs, c'est annoncé, on veut créer un directeur de l'information unique, ce qui aura forcément des incidences sur les process et les modes de production de cette information. Donc, c'était aussi à ce titre-là que je vous interrogeais et quelle perception vous pouvez avoir sur la dégradation. Mais vous avez répondu dans la mesure de vos compétences. Je vous remercie de cette honnêteté. Et vous avez raison, on aura tout le loisir de poser ces questions-là aux représentants du personnel cet après-midi. Merci. Le projet de loi qui porte la réforme de l'aide publique et donc la réforme de sa gouvernance est à sa deuxième lecture et peut-être une dernière lecture, ce qui permettra aux parlementaires de continuer de débattre de ce sujet de sa réforme de la gouvernance. Monsieur le rapporteur, vous m'aviez indiqué avoir une dernière question. Absolument, merci Monsieur le Président, merci Madame, merci Monsieur pour la qualité de vos réponses, votre temps. Pour conclure, je pense qu'on peut dire, pour l'avoir lu avec beaucoup d'attention, beaucoup de curiosité, que votre rapport d'une certaine façon est accablant. Après 10 ans de mandat de Delphine Ernotte, vous décrivez un climat de travail, je le cite, brutal, une organisation, je vous cite encore, autoritaire et élitiste, des inégalités de traitement, des fortes tensions. Pire encore, les témoignages dont vous faites état parlent, je cite, de comportements brutaux, de violences verbales, de harcèlement. Mais le pire, je trouve, c'est pas tant les témoignages de souffrance au travail qui ont été publiés par dizaines. C'est déjà accablant. Le pire, c'est l'inaction. Je cite la banalisation des violences de la direction que vous dénoncez dans votre rapport. Il y a eu 3 réunions, notamment avec les représentants du personnel, pour sonner l'alerte, mais à aucun moment la direction de France Télévisions semble n'avoir pris la mesure de la situation. Elle a refusé 3 fois de suite de reconnaître un dysfonctionnement managérial, structurel.
Ce rapport d'audit aurait pu peut-être être commandé par la direction suite à ces témoignages. Il a finalement été demandé par les instances représentatives du personnel. Alors, au terme de cette audition, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur votre vision long terme? Qui, au fond, est responsable? Est-ce qu'il s'agit purement de dysfonctionnements individuels, qu'ils sont imputables à quelques salariés, ou bien est-ce qu'il s'agit d'un problème structurel de management dont la direction de France Télévisions est pleinement responsable? Enfin, selon vous, est-ce qu'un groupe public de l'audiovisuel peut continuer à correctement remplir ses missions dans un tel climat managérial que vous qualifiez d'ailleurs à certains égards de climat de peur? C'est une dernière question large et vaste, mais qu'elle mérite d'être posée. Allez-y, je vous en prie. J'entends qu'il est nécessaire de résumer dans le temps qui nous est imparti un rapport de 160 pages. Nos rapports ont vocation à être confidentiels, mais dans la mesure où il est disponible sur Internet, voilà, j'invite les gens qui le souhaitent éventuellement à le lire pour voir aussi qu'il y a des nuances peut-être qui sont apportées tout au long du texte. Sur les questions extrêmement vastes que vous amenez à la fin, dysfonctionnement purement individuel, non. Problème structurel de management, pas seulement non plus. Je pense que, y compris au cours de notre audition, on a insisté sur les orientations stratégiques et économiques, l'assèchement des moyens qui président à cet ensemble et qui font que chacun à sa position peut avoir l'impression d'essayer de bien faire son travail, y compris effectivement pour dans des personnes dans des positions d'encadrement, en prescrivant de manière autoritaire le travail pour pouvoir à la fois sortir un journal d'une 50aine de minutes, si on parle du 20h, et faire avec les moyens dont on dispose. C'est un ensemble, c'est une structure et non pas des individus ou des managers que nous cherchons à pointer. C'est une organisation du travail que nous avons essayé de mettre en relief. Vous voyez à nouveau que nulle part, enfin les infractions par exemple de harcèlement moral existent, cette qualification existe. Ce n'est pas ce que nous mettons en avant dans notre rapport, de la même manière que nous avons parlé de freins documentaires, mais pas d'entraves qui, dans notre métier aussi, a une signification particulière. Qui me permet de redire que nous auditionnerons les responsables des ressources humaines et de l'information de France Télévisions qui permettront de leur poser des questions. J'ai une toute dernière question qu'on n'a pas du tout évoquée, ça me semble regrettable de ne pas l'avoir évoquée, c'est que vous avez travaillé sur les journalistes avec des journalistes. Ils produisent de l'information et notre commission d'enquête porte sur justement le pluralisme, l'indépendance de l'information. Alors même si vous avez traiter en particulier les questions de conditions de travail, de santé au travail. C'est pas n'importe quelle matière, la matière journalistique et l'information. Et ma question, est-ce que dans leur travail, vous avez senti des pressions, des procédures qui peuvent fragiliser leur travail journalistique, leur déontologie? Là, je pose vraiment une question sur leur capacité d'exercer le métier de journaliste dans l'audiovisuel public, qui s'exerce dans le respect bien sûr du pluralisme et de l'indépendance. Et est-ce que votre rapport a traité ces questions-là, la manière dont les journalistes exercent leur métier dans France Télévisions, ou pas du tout? Est-ce que vous n'avez pas du tout traité ces questions d'indépendance, de pluralisme? Non, on ne les a pas traités frontalement. Des témoignages abordent ces questions-là, mais les abordent surtout par le prisme de l'insuffisante capacité aujourd'hui, dans le contexte de production de France Télévisions, à disposer de temps pour préparer, de temps pour creuser, de temps pour approfondir. Et donc, cette dimension-là a été beaucoup abordée comme étant limitative ou faisant frein à des velléités d'approfondir des sujets, d'aller creuser plus loin. Des inquiétudes ont été posées également sur le nouvel usage et la nouvelle production de données par les publics, qui sont désormais mobilisés dans les reportages, à quel point on cadre les choses, à quel point on nous donne le temps de vérifier que les informations transmises par des téléspectateurs et qui vont derrière potentiellement nourrir la construction de sujets font l'objet d'une vérification soucieuse. Et donc là, effectivement, ces questions-là se posent, mais ce sont des questions de métier que l'on retrouverait dans toutes les rédactions par rapport aux nouvelles manières de produire de l'information ou de produire de la donnée tout court. Est-ce que il y a des facteurs exogènes, extérieurs à la rédaction,
qui contribuent aussi à fragiliser, à durcir les conditions de travail. Je m'explique rapidement. On voit aujourd'hui que l'audiovisuel public est devenu un objet politique. Il y a cette commission d'enquête. Il y a parfois des critiques qui viennent d'autres médias sur les journalistes de l'audiovisuel public. Il y a ici des discussions sur des réformes qui mettent du temps à aboutir. La question de la réforme de l'audiovisuel public. Un coup, c'est la holding, le lendemain, c'est la fusion, le lendemain, c'est le statu quo. Est-ce que ce contexte-là, les débats qui traversent notre société sur l'audiovisuel public, et la commission d'enquête en est un exemple, est-ce que c'est des choses qui ont été évoquées dans le mal-être au travail que vous mettez en lumière dans votre rapport ? Ce qui a pu être évoqué dans ce rapport et puis dans d'autres qui portaient sur des journalistes, c'est non pas tellement les débats autour de l'audiovisuel public que la dimension de l'image du journaliste dans la société aujourd'hui et sa capacité à accéder à certains lieux, à certains groupes sociaux, à certaines situations avec de la violence qui s'exerce contre la figure du journaliste. Ça, effectivement, ça nourrit aujourd'hui un mal-être diffus à l'intérieur de cette rédaction, mais aussi d'autres rédactions que nous avons pu expertiser. Donc pas tant la question de l'audiovisuel public en soi. Par contre, effectivement, ce qui remonte dans un certain nombre de témoignages collectés, c'est le souci de rester au service des publics. Et je dis bien des publics au pluriel. Et donc ça, c'est un souci de service public qui continue d'animer les journalistes de France Télévisions que probablement on rencontre un peu moins dans d'autres rédactions qui ont des options différentes. Merci, ce qui me permet pour conclure de rappeler notre soutien, et je l'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, aux journalistes, quelles que soient les rédactions dans lesquelles ils travaillent, privées comme publiques, de rappeler l'importance de ce métier qui doit pouvoir s'exercer dans un cadre déontologique adapté, et on doit dans notre pays permettre aux journalistes d'exercer leur mission. Ils sont les piliers de notre démocratie, et je le dis avec toute la force que la gravité de la situation de notre pays commande. On a besoin de journalistes dans notre pays, publics comme privés, qui puissent exercer leur travail en toute indépendance, en toute impartialité. Il en va aussi de la vitalité de notre démocratie, et je veux leur adresser notre soutien et leur dire que la représentation nationale doit leur permettre d'exercer leur travail dans des conditions adaptées, et on aura l'occasion de poursuivre cette discussion cet après-midi, puisque nous nous retrouvons à 14h30 et nous aurons l'occasion d'auditionner les représentants syndicaux de France Télévisions et de les entendre aussi en partie sur votre rapport, même si, nous l'avons bien compris, il ne portait que sur la rédaction. Merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre aux questions du rapporteur, des députés, et nous serons peut-être amenés à vous entendre dans d'autres cadres à cette Assemblée, puisque vous avez travaillé sur d'autres entreprises. Merci à vous. Si ce travail parlementaire sur le sport et l'audiovisuel public vous semble essentiel pour comprendre les enjeux de neutralité et de service public, likez la vidéo, partagez-la autour de vous et abonnez-vous à Hémicycle pour suivre l'ensemble des auditions et débats parlementaires.